Bonsoir et merci d'être avec nous sur Al24 News. Le Maroc n'a pas encore bouclé 2 ans de rapprochement spectaculaire avec son ami sioniste et déjà les conséquences de ces mauvaises fréquentations commencent sérieusement à le mettre dans l'embarras. Le 10 décembre 2020, le Makhzen et l'entité sioniste annonçaient la normalisation de leurs relations diplomatiques. Un tableau très noir s'en dégage déjà avec des scandales en tout genre et les relations diplomatiques entre les deux régimes pourraient en pâtir. Elles sont d'ailleurs entachées déjà par de nouvelles révélations faites par les médias israéliens. Le ministère des Affaires étrangères de l'entité sioniste vient d'ouvrir une enquête sur de graves soupçons concernant sa mission diplomatique au Maroc, notamment des allégations d'exploitation de femmes par un haut fonctionnaire, de harcèlement sexuel et des allégations d'atteinte aux bonnes mœurs, en plus de graves conflits entre diplomates, des dépassements qui ne font en fait que révéler le vrai visage d'un colonisateur qui essaie de cacher le sang qu'il a sur les mains par un mirage de démocratie. Édition spéciale va essayer de lever le voile sur ces scandales et leur ampleur avec Jean Lamor. Bonsoir. Jean Lamor, alors vous êtes écrivain. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Gamal Abina, journaliste à Beurre FM et France Maghreb. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors nous allons essayer d'en savoir davantage sur ces scandales et revenir vers vous juste après. Tout semblait aller pour le mieux entre l'entité sioniste et le Maroc. La lune de miel vient de prendre fin. Un scandale diplomatique est au cœur des relations entre les deux entités. Les relations entre Tel Aviv et Rabat, déjà sujettes à polémique, sont éclaboussées par une affaire aux multiples facettes. Harcèlement, traite d'êtres humains, malversation financière et disparition d'un cadeau royal sont à la table des matières. David Govrin, représentant de l'entité sioniste au Maroc, fait l'objet d'une enquête suite à plusieurs allégations de harcèlement et d'exploitation de femmes marocaines. Le chef de mission israélien serait à l'origine d'atteintes à la pudeur. David Govrin aurait par ailleurs dissimulé un cadeau de la maison royale marocaine sans justification aucune. L'ambassadeur israélien est aussi épinglé pour ses relations pour le moins douteuses. Un certain Sami Cohen, homme d'affaires, est impliqué dans l'organisation d'événements pour les hauts responsables israéliens au Maroc, sans pour autant occuper de poste officiel. L'affaire prend une ampleur telle que le ministère des Affaires étrangères israélien ouvre une enquête sur les agissements du chef de mission, rappelé en urgence à Tel Aviv. 2 ans après la normalisation des relations et avant même la construction d'une ambassade à Rabat, le scandale vient jeter l'embarras chez les responsables des deux parties, cassant l'image d'entente quasi parfaite affichée jusque-là. Retour à nos invités donc dans édition spéciale. Tout d'abord, Jean Lamor, ce scandale est-il le premier fruit de la normalisation ? Ouais, écoutez, ce scandale pour moi, j'aime pas dire ça, mais c'est typique des entourages de certaines ambassades. Pour ce que j'en sache, la France actuellement aurait en poste un ambassadeur aux Émirats qui aurait des casseroles d'accusations de viol qui lui pèsent dessus également. Donc pour moi, c'est un peu typique de ce milieu. En ce qui concerne la question dont nous parlons aujourd'hui avec M. David Govrin, certes, c'est grave, mais pour moi, je vais un peu plus en profondeur. Il y a eu une semblance d'entente depuis 2 ans. Je pense qu'on fait référence aux accords d'Abraham. Ça, c'est la vraie catastrophe. Déjà, d'appeler ces accords, c'est ce que je qualifie de catachrésis, c'est-à-dire le mésusage, le mésemploi d'un mot. Ça ne devrait pas être des accords, mais plutôt complot, crime en bande organisée. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire une alliance, pas du tout dans un but de paix, mais contre l'Iran. Et pour ce faire, les États-Unis ont pratiquement coercisé certains pays. Le Maroc a demandé que les États-Unis reconnaissent son occupation illégale sur le Sahara occidental, et Israël a fait la même chose en demandant que les États-Unis reconnaissent l'occupation des territoires, également la légalisation des colonisations, etc. Alors pour moi,
On peut parler dans un contexte de crimes sexuels, mais je vais beaucoup plus loin. Moi, j'épingle surtout la monarchie marocaine en déclarant qu'elle est coupable de crimes. Pour l'instant, il n'y a eu aucune réaction du régime marocain sur ce scandale. Ouais. Mais je vais plus loin. Je dirais qu'on devrait parler aussi de ce que je qualifie de pédophilie politique, c'est-à-dire une vieille monarchie qui viole systématiquement une jeune nation, la nation sahraoui. Ouais. Nous allons peut-être faire rebondir Gamal Abina là-dessus. Gamal Abina, alors normalisation, j'ai envie de dire, ou capitulation, hein, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste peuvent-elles être qualifiées, selon vous, d'équilibrées aujourd'hui? Il y a un déséquilibre total, je vous l'accorde bien volontiers, et surtout, on ne peut pas parler de normalisation, le terme est très très connoté, extrêmement douteux au demeurant, puisque comment peut-on parler de normalisation? Quand vous avez deux États qui sont en conflit directement, eh bien, ils ont des rapports de guerre et puis après de paix, mais en substance, c'est pas ce qu'on a en face de nous. Je veux dire, quand on parle de normalisation, ça signifie que ça répond à une norme internationale de rapports cordiaux, amicaux et diplomatiques. C'est pas du tout ce dont il s'agit. C'est bien une capitulation d'Israël, pas d'Israël puisqu'il ne capitule pas, du Maroc par rapport à la question palestinienne, et ils l'ont obtenu parce que M. Trump a décidé de reconnaître de façon unilatérale et sans concertation avec son propre pays d'ailleurs la paternité de la possession du Sahara occidental par les Marocains. Alors la question du Sahara occidental a été un des leviers qui ont poussé à ce que le rapport, qui était déjà très cordial en vérité, entre Israël et le Maroc soit mis au grand jour. Mais le terme normalisation ne veut rien dire, encore une fois. Quand on dit qu'on établit des relations diplomatiques d'un pays à l'autre, c'est que c'est un rapport de paix qui est installé. Surtout, c'est des relations qui sont simples, mutuelles et normales. En substance, ce n'est pas normal dans le sens d'une norme. On n'est pas sur un caractère normatif qui dit qu'il faut absolument qu'Israël soit reconnu comme un État normal, puisqu'il y a des problématiques qui se posent en termes d'occupation, puisque ça fait 70 ans plus maintenant qu'il ne respecte aucun texte de l'ONU ni aucune contrainte de quoi que ce soit. D'occupation de part et d'autre, M. Abina. C'est là où se rejoignent les deux régimes. Eh bien, ce qui moi me frappe le plus, alors évidemment, c'est une idéologie qui a été lancée par l'Istiqlal marocain à l'époque, et c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient des dérives comme ça. Cette dérive qui a consisté à dire qu'ils voulaient faire un grand Maroc. Ça rappelle un peu le grand Israël, c'est un peu le même délire. Et malheureusement, lorsque l'Istiqlal trahit sa promesse de libération du Maroc, il commence à avoir des visées qui sont plutôt hégémoniques régionales. Il voulait liquider évidemment, on a bien compris, le Sahara occidental, il voulait liquider évidemment le Mali, la Mauritanie et le sud de l'Algérie. C'est un peu une partie de l'Est. De l'Ouest algérien, excusez-moi. Donc, c'est un peu les visées de l'Istiqlal qui ont fait long feu, parce qu'il faut les moyens pour ces prétentions. Et surtout, on est très très loin des rapports cordiaux entre États arabes. Je veux dire, normalement, le Maghreb devrait être un et indivisible, et non pas des territoires conquis pour des coups de force. Et donc, ce qui fait que ce qu'on appelle normalisation, donc cette capitulation de 6 pays arabes aujourd'hui vis-à-vis d'Israël, se fait, c'est uniquement sur des rapports effectivement de négociation de marchands de tapis. Et j'ai envie de dire une chose qui n'est pas à l'honneur de l'État qui se dit le plus démocratique de la région, donc Israël, bien que l'Iran pratique aussi les élections, je le rappelle, dans une démocratie qui est très douteuse, je parle de celle d'Israël, puisqu'ils ne font les élections que pour les Israéliens, très souvent plutôt à dominance européenne ou pas arabe, en substance, sont moins bien traités. Eh bien, ils font la paix, ils font la paix. Ils normalisent, comme ils disent, donc ils font la paix en vérité, avec des dictatures les plus effroyables. Je veux dire, c'est quand même incroyable de se vanter d'être une démocratie et d'accepter que la paix soit faite non pas avec les peuples arabes, ce qui serait quand même beaucoup plus simple, mais avec les dictateurs qui dirigent les peuples. Donc là, il y a un problème qui se pose réellement, et il se trouve que la plupart des pays qui ne sont pas des dictatures, on dira monarchiques, ceux-là n'ont pas de rapport cordiaux avec Israël. Je prends l'exemple de l'Algérie évidemment, de la Syrie, de la Tunisie, de la Libye, enfin de l'Irak. Tous ces pays qui ne sont pas des monarchies mais des républiques, étrangement où il y a un peu plus d'audience du peuple, eh bien là, il n'y a pas de paix possible. Donc il faut se poser les bonnes questions. Très bien. Je reviens vers vous, Jean Lamort. Alors, c'est le ministère sioniste des Affaires étrangères qui s'empare de l'affaire. Le Maroc reste muet. Cela ne traduirait-il pas des règlements de compte internes en territoire marocain? Fort possible. C'est l'avenir proche qui va nous le dire. Pour l'instant, l'affaire demeure floue, surtout si le Maroc ne réagit pas. On ne peut qu'avoir des suppositions. En ce qui concerne l'État d'Israël, en revanche, je rebondis ce que évoquait M. Abina. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Ces accords sont faits entre dictatures. Et même, j'irai plus loin,
en ce qui concerne les États-Unis, qui est un peu ce qu'on appelle the broker de la deal, il faut voir ce que les États-Unis ont provoqué dans tout le Moyen-Orient et le monde arabe sur les 20 dernières années. C'est le chaos total. Attaquer l'Irak, l'Afghanistan, etc., etc. Le grand ennemi, la cible ultime, c'est l'Iran. Et tout cet accord vise l'Iran. C'est clair et net. Mais c'est construit sur le dos du peuple sahraoui et du peuple palestinien. Ils servent de carte de joker quelque part. C'est quelque chose qui est absolument inacceptable. On peut pas. Donc on assiste à une sorte de marchandage avec des causes justes, qui sont des causes de libération du joug colonial. Oui, les deux pays sont colonisateurs. À la fois l'État israélien, qui est colonisateur parce qu'il continue à construire des colonies qui sont illégales, selon l'ONU, et le Maroc, qui est en train d'occuper de manière illégale une zone qui devrait être souveraine. Donc c'est absolument... Et qui s'adonne aussi au même dépassement et aux mêmes crimes commis quotidiennement de part et d'autre. Nous allons retourner vers Gamal Abina. Comment traduire justement ce silence du régime marocain face à ces scandales? Déjà, il faut resituer un peu ce qui s'est passé. On soupçonne ce David Govrin, excusez-moi, on soupçonne d'avoir volé, quand même, c'est pas rien, volé un cadeau du roi du Maroc à destination des États-Unis d'Israël. Donc on lui soupçonne déjà d'être un voleur, ce qui est quand même pas très honorable. Ça, c'est pas les pratiques courantes dans la diplomatie. Tout à l'heure, on faisait référence au fait. Officiellement, il s'agit d'une disparition non signalée, en fait. Donc, un vol non déclaré, tout simplement. Voilà. On va pas dire vol, parce que quand on fait un cadeau d'un prix important en substance, c'est difficile de nous faire croire qu'il ne sait pas où est passé le cadeau. Bon, ensuite, il y a l'autre aspect, c'est le rapport un peu malsain. Alors, malheureusement, là maintenant, c'est pour le peuple marocain, pour lequel j'ai un grand respect, beaucoup de commisération par rapport aux difficultés qu'il traverse. Le peuple marocain a éclairé le peuple algérien dans sa libération d'Algérie, grâce à Abdelkrim Khattabi qui a rendu possible cette idée d'indépendance. Le peuple marocain a eu des grands hommes comme Ben Barka et d'autres. Et le peuple marocain aujourd'hui subit ce qu'il n'a pas demandé, c'est-à-dire une décision unilatérale d'un seul homme, peut-être, on n'en est pas sûr encore, le roi du Maroc, de faire la paix avec Israël. Et le problème de faire la paix avec cet État, en substance, c'est que, d'abord, il le fait tout seul. Le peuple marocain, je le rappelle quand même pour information, est celui qui manifestait le plus, en plus grand nombre, en faveur des Palestiniens à chaque agression sioniste. Il n'a pas été consulté également pour ce rapprochement. Oui. Et c'est difficile pour lui de gober la pilule parce qu'ils ne sont pas... D'abord, je ne vois pas le rapport. Pourquoi avoir fait la paix avec un État aussi éloigné pour lequel le risque est de zéro concernant la confrontation directe, mais surtout des Marocains qui ont quand même une certaine éthique par rapport à la cause palestinienne se trouvent vraiment sentis humiliés. Et en plus, ce qui est ressorti de cette affaire, c'est une histoire sordide de relations non consenties avec des femmes, avec des déplacés, bref, tout un espèce de milieu un peu malsain qu'on essaie d'entretenir, qui effectivement, encore une fois, est une gifle à destination du peuple marocain, et c'est très mal vécu. Donc c'est vrai que les deux raisons, à la fois la suspicion de vol, restons quand même modérés, et puis évidemment ces soirées un petit peu légères et ces gestes déplacés à destination de ces malheureuses femmes qui font le travail qu'elles doivent faire normalement en toute honnêteté, tout cela crée réellement une véritable tension et une forme d'humiliation pour les autorités. Parce que finalement, l'installation de cet ambassadeur, déjà, témoigne de plusieurs dérives extrêmement douteuses et extrêmement litigieuses, extrêmement dommageables pour la relation qu'ils ont voulu installer. Et j'ai justement envie de vous poser une question là-dessus, Gamal Abina. Qu'apporte au final au Marzen ce rapprochement avec l'entité sioniste? C'est un coup de poker. Tout à l'heure, on a parlé, votre invité, M. Lamort, a parlé du broker, en l'occurrence, donc les États-Unis. Alors, la personne de Trump qui a voulu faire ces accords d'Abraham de force, littéralement, il voulait être l'homme qui rentre dans l'histoire et qui ferait la paix une paix de force, littéralement, en marchandant comme un boutiquier. D'un côté, on vous donne le Sahara occidental, de l'autre côté, reconnaissez Israël. Ils ont fait de même avec les Émirats arabes unis. Ils l'ont fait avec l'Égypte en 77 avec les accords de Camp David, qui n'ont pas donné grand-chose finalement, si ce n'est qu'ils ont récupéré une grande partie du Sinaï. Ils ont tenté le coup avec la Syrie, ça n'a pas fonctionné. Mais en substance, qu'est-ce que ça apporte? Rien. Vraiment rien. Ça crée des tensions exacerbées. Les Marocains pensent à tort qu'Israël va être leur meilleur ami. Et je le répète encore une fois, Israël, quand ils ont fait une alliance à l'époque avec l'Iran du Shah d'Iran,
ils n'ont pas bougé le moindre petit doigt au moment où le chef d'Iran était en difficulté et allait être chassé par Khomeini. Donc Israël n'est pas un allié fiable, parce qu'il faut se rappeler tout de même, et il faut se rappeler la détestation que peuvent avoir les ultra-racistes sionistes. Je ne dis pas le peuple israélien qui est manipulé, mais les dirigeants sont très racistes, poussent à la haine de l'arabe, et il y a une haine mais viscérale, et pour eux un arabe, c'est pas un Algérien, un Marocain ou un Palestinien, un arabe c'est un arabe. Donc cette alliance de façade n'est qu'une alliance qui en vérité n'apportera pas grand-chose, si ce n'est rien du tout au Maroc, à part des difficultés et une humiliation qu'on vient d'observer aujourd'hui. J'ai envie de poser la même question à Jean Lamort. Qu'apporte au final, selon vous, Omar Zen, ce rapprochement avec l'entité sioniste? C'est évident. De toute façon, c'est quelque chose qui est en cours depuis des années. J'avais déjà évoqué cette hypothèse lors d'une conférence que j'ai donnée à la Sorbonne en 2004. Il manquait que l'élément du broker de Donald Trump. D'ailleurs, c'est son beau-fils Jared Kushner qui a pondu ce petit chef-d'œuvre. Mais le problème, c'est que nous vivons dans une époque où tout le monde, nos sociétés sont frappées d'Alzheimer. On n'a aucune mémoire. Déjà que les Émiratis, la population du Bahreïn, du Maroc, puissent signer un tel accord, enfin, puissent laisser passer un tel accord, c'est qu'ils ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe. Ils n'ont aucune mémoire. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, même récente. Oui. Ça, c'est vital de connaître l'histoire. L'histoire, elle est en train d'être bafouée. On voit Anthony Blinken se déplacer pour aller parler de l'Ukraine aux Européens, Biden, etc. Le président Macron, c'est pareil. Or, ce sont des pays qui, avec cet accord, sont en train de cautionner l'invasion, l'annexation unilatérale à la fois du Sahara occidental, mais aussi des territoires occupés en Palestine. Donc, c'est d'une hypocrisie, mais totale, absolument totale. On peut parler, à partir de ce moment-là, d'une complicité d'État, de crime d'État? Moi, je ne parle pas de crime d'État. Et je me méfie aussi, quand je parle d'Israël, je pèse bien mes mots. Je pense à la population juive et je pense aussi à une politique qui peut être sioniste, qui peut être d'extrême droite. Il y a beaucoup d'Israéliens extrêmement courageux qui récusent, qui mettent leur vie en danger et qui se font tuer aussi. Et même des jeunes Américains juifs qui vont faire obstacle à la construction du mur, etc., qui sont assassinés. Oui. Donc, je ne qualifie pas tout le monde de sioniste. Mon père a libéré la France et un camp lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis très averti sur ces questions-là. En revanche, de traiter tout le monde d'antisémite parce que il accuse l'État israélien d'avoir des actions illégales, ça, je n'accepte pas. On regarde dans le dictionnaire français comme américain, sémite, c'est quoi? Dans l'ordre alphabétique, c'est un arabe, un éthiopien et un juif. Donc, si on est antisémite, on est anti-arabe aussi. Donc, il faut faire attention à notre vocabulaire. Là, on est en train de construire une grammaire de l'inaction, parce que personne ne fait rien. Il y a ces grands accords qui sont bâtis. Ça me rappelle un peu des accords entre l'Allemagne et l'Union soviétique, le pacte de non-agression. C'est un peu dans ce genre-là. C'est fait sur le dos des populations. Même les Américains, ils sont totalement ignorants de ce que fait leur propre pays. Mais ça ne les dédouane pas. Et on assiste aujourd'hui également, Jean Lamort, à une isolation régionale du Maroc. Le Maroc se retrouve aujourd'hui de plus en plus isolé sur le plan régional. Cela est une autre conséquence de la normalisation? Alors, je ne sais pas s'il est de plus en plus isolé. Une chose qui est certaine, c'est que les réactions diplomatiques officielles du Maroc sont hystériques. Elles sont vraiment hystériques. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé quand Brahim Ali s'est fait recevoir en Espagne pour un traitement anti-Covid et ensuite en Tunisie d'une manière officielle. La diplomatie marocaine a sauté au plafond. Ils se sont accrochés au lustre. Le roi, il a fait un scandale. On ne réagit pas comme ça. Ce n'est pas normal de réagir de telle manière. Ça montre qu'il y a un problème de fond, mais très, très grave. Alors, le peuple marocain, j'ai beaucoup d'amitié pour le peuple marocain, mais de se faire duper à ce point-là sur la question du Sahara, là aussi, c'est extrêmement grave. Beaucoup de Marocains ne connaissent même pas l'existence du mur répressif, qui est quand même la plus grosse construction à caractère répressif de l'histoire de l'humanité, qui est là.
Et beaucoup de Français non plus, ne le savent pas, alors que Paris gère beaucoup dans cette affaire. Très bien. Paris, une culpabilité énorme. Oui. Gamal Abina, pensez-vous que l'isolement au plan régional du Maroc aujourd'hui est une autre conséquence de la normalisation? Oui, il y a un lien, mais j'aimerais quand même rebondir sur un élément important parce que je veux pas qu'on se trompe de terme. À l'instant, M. Lamort a fait référence à l'antisémitisme. C'est vrai que si on prend le sens stricto sensu, le sémite est donc l'homme qui vit en Orient, même pas l'Afrique du Nord, l'Orient, arabe, juif, bref. Mais en vérité, ce qui a consacré l'histoire de ce terme, ça n'est pas du tout un problème sémantique ou même d'origine de la langue, c'est pas du tout le propos. C'est les Allemands qui ont consacré ce terme, les nazis, enfin avant les nazis, encore des idéologues avant les nazis, qui ont parlé d'antisémitismus. Donc ça, c'est un terme allemand qui a été traduit comme antisémitisme, mais qui désignait uniquement, non pas les sémites, puisque les juifs d'Europe de l'Est n'ont pas sémites, hein, ils sont khazars, ils viennent plutôt de Turquie ou de Mongolie. Mais ils désignaient bien ces juifs-là comme étant, parce qu'ils les ont caractérisés, comme étant des sémites. Donc, on ne peut pas mélanger le terme. Moi, je ne m'associe pas à l'idée que je suis sémite parce qu'il y a des antisémites qui sont contre nous. C'est pas à propos. L'antisémitisme européen, et donc c'est bien européen, c'est une idéologie européenne, et catholique d'ailleurs au démarrage, cet antisémitisme ne peut pas se confondre avec une colère contre Israël. Non. La détestation des Juifs, qui était condamnable et détestable en Europe parce qu'on les a massacrés, est une détestation qui a un fondement au départ religieux, puis ensuite racial, et simplement qui a pris son apogée avec les nazis. Mais cette détestation des Juifs est une détestation liée au peuple déicide. Donc on ne peut pas tout mélanger. La question juive en Palestine, c'est pas une question juive, c'est une question politique sioniste. Et la majorité des sionistes sont chrétiens, il faut jamais l'oublier. Donc pour répondre à votre question en revenant au mouton, oui, effectivement, le Maroc est déjà sur un plan géographique très isolé, puisque le Sahara occidental, il y a 20% du territoire qu'il ne contrôle pas, dans lequel les Sahraouis, c'est cette fameuse zone de sécurité derrière le mur qui vient d'être évoquée, bah, ce Sahara coupe le Maroc de l'Afrique subsaharienne, clairement. Ensuite, avec ses voisins directs aussi. Absolument, avec ses voisins directs. On parlait subsaharien. Ensuite, l'Algérie, évidemment, s'est coupée, ce qui fait que le Maroc se retrouve comme une sorte d'enclave, comme ça, comme Ceuta et Melilla dans son territoire, qui a des relations difficiles aujourd'hui avec les subsahariens, puisqu'il y a eu cette malheureuse affaire des Soudanais qui ont été massacrés par la police à Ceuta. Et surtout, il faut jamais l'oublier, parce que la relation marocaine avec l'Afrique et le monde arabe est difficile. Ils sont partis un temps dans les années 80, en 87, si je ne me trompe pas. Ils ont quitté l'UA à l'époque, l'ancêtre de l'OUA, l'ancêtre de l'UA. Ensuite, ils ont quitté aussi, le Maghreb arabe n'existait pas, mais quasiment je vais dire, la Ligue arabe, à peu de choses près. Ils ont quitté toutes les instances parce qu'ils rêvaient de devenir européens avec un accord d'association et une intégration à l'Europe. Ça n'a pas fonctionné. Et là encore, ça rappelle la méthode israélienne qui participe par exemple à des Jeux européens, qui participe aux championnats européens, qui participe à l'Eurovision, alors qu'ils ne sont pas du tout européens. Ça pour dire simplement qu'effectivement, l'isolement du Maroc est un isolement politique qui est d'ailleurs dommageable pour la population, parce que c'est elle qui souffre en premier, c'est jamais les politiques, hein. Et qui aujourd'hui, maintenant, alors qu'on aurait dû avoir un rapprochement maghrébin, on aurait dû avoir un apaisement sur la question du Sahara occidental, et je réponds simplement sur la question du Sahara occidental, et je le dis régulièrement, les Sahara occidental, les seules personnes qui sont habilitées à parler de cette question-là sont les Sahraouis. Ni les Algériens, ni les Marocains, ni l'ONU. Si on demande aux Sahraouis s'ils veulent être Marocains, qu'ils le soient, s'ils le veulent, et s'ils ne veulent pas l'être, qu'ils ne le soient pas. C'est tout, ça s'arrête là. Très bien. Et cette normalisation, on le voit de plus en plus, nuit, Monsieur Abina, sérieusement à Rabat. Cela ne devrait-il pas servir de signal fort aux adeptes de la normalisation ? Ah, aujourd'hui, oui, clairement, parce qu'on voit que ça leur a pas rapporté grand-chose, que ça a augmenté les tensions. On voit ce qui se passe par exemple entre le Maroc et l'Allemagne. Bon, on parle de l'Algérie. Là, ils ont eu une réaction, et c'est bien de l'avoir rappelé, M. Lamort, d'hystérie littérale, parce que leur diplomatie qui est très faible, hein, de Marin. On se rappelle de ce fameux Omar Hilal qui a eu des propos ridicules à l'ONU. L'hystérie, la diplomatie marocaine n'est pas une vraie diplomatie. C'est une diplomatie de marchand de tapis, et ils ne sont obsédés que par une seule chose, c'est le Sahara occidental. Le reste, ça les intéresse pas. A-t-on jamais vu les Marocains apporter la paix quelque part par une médiation diplomatique? Jamais. Est-ce qu'ils ont apporté même une médiation sur la question palestinienne? Jamais. Donc il n'y a pas de diplomatie marocaine. Il y a un rapport de marchand de tapis, encore une fois, je le répète à dessein, qui cherche toujours à essayer de valider la présence du Maroc au Sahara occidental, alors qu'il devrait demander une négociation directe avec les Sahraouis et éventuellement les Algériens et l'ONU. Mais ils ne le font pas. Donc c'est vrai que cette difficulté et cette relation qu'ils ont nouée avec Israël accentue encore plus leur isolement et va donner un très mauvais signal au reste du monde arabe qui serait tenté par cette capitulation, parce que j'appelle ça une capitulation et non pas une normalisation. Très bien. Monsieur Lamort, cette normalisation, on le voit, nuit donc à Rabat. Cela ne devrait-il pas, selon vous, servir de signal aux adeptes de la normalisation? Ou plutôt les faire réfléchir à deux fois?
On pourrait le croire, mais ces personnes-là, qui sont les adeptes de cette normalisation, je pense qu'ils sont insensibles aux signaux. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons parlé tout à l'heure des accords d'Abraham en tant qu'accord de paix. Mais pour avoir un accord de paix, il faut qu'il y ait une guerre. Alors le Maroc n'a jamais été en guerre avec les Émirats, ni avec Bahreïn, ni avec Israël, même si elle a eu des propos très belliqueux à un certain moment de l'histoire. Les États-Unis, c'est pareil, il n'y a pas eu de guerre. Donc là aussi, on est dans un non-sens. C'est pas un accord de paix. C'est un accord de business et c'est un accord surtout, je le répète, ça fait la 3e fois que je le dis, c'est un accord qui cherche à réunir tout le monde contre Téhéran. Très bien. Les Américains n'ont jamais digéré, après avoir renversé Mossadegh, installé le Shah, ils n'ont jamais digéré la prise des otages. Jamais. Et c'est la bête noire à la fois des États-Unis et de Jérusalem. Il faut le dire clairement. Oui. Parce que Trump, avant de faire les accords d'Abraham, il a défait les accords sur la recherche d'une résolution pacifique entre le monde occidental, surtout les États-Unis, et Téhéran concernant le nucléaire. Ça a été démantelé. Et c'est exprès que ça a été démantelé. C'est pour faire monter la tension. Jean Lamort, nous sommes malheureusement pris par le temps. Je vais peut-être vous poser une dernière question. Et j'aimerais la poser à vous et à Monsieur Habina. C'est la presse israélienne qui a révélé au grand jour ces nouveaux scandales. L'entité sioniste prétend à une certaine démocratie englobant la liberté de la presse, mais c'est cette presse même qui essaie aujourd'hui de cacher partout les moyens, les crimes commis chaque jour et les dépassements à l'encontre des Palestiniens. Comment qualifier cette presse aujourd'hui? C'est à moi que vous posez la question. Oui, à vous, Monsieur Lamort. Cette presse-là dont vous parlez, ce n'est pas une presse. Je ne parle pas de toute la presse, je parle de cette presse-là. C'est un organe de divertissement, c'est tout. Toutes les questions qui sont foncières, qui sont très graves, elles sont passées sous le tapis. On reçoit des informations qui sont triées et les questions qui sont les plus graves, on n'en parle pas du tout. Donc pour vous, la révélation de ces scandales est orchestrée? Alors la révélation de ces scandales, elle peut être orchestrée. Je ne sais pas personnellement. Très bien. Je pense que c'est quelque chose qui est très curieux. C'est très très curieux la manière dont ça jaillit. Nous allons peut-être poser la même question, et la dernière, à Gamal Habina. Que pensez-vous du traitement de cette affaire d'un point de vue de presse? Bon, il y a des rapports de force dans l'État sioniste. La presse qui était la plus à gauche en Israël s'appelait Haaretz. Donc c'était celle qui avait tendance à donner de l'information. Malheureusement, le courant de gauche est de plus en plus faible, évidemment. L'idéal d'une démocratie un peu plus ouverte s'est de plus en plus refermé avec l'arrivée de Sharon dans les années 2000. Et il se trouve qu'aujourd'hui, cette presse est de moins en moins une presse d'information, mais de plus en plus de propagande. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a effectivement un état de guerre avec certains pays arabes, pas tous, effectivement. Et surtout parce que l'obsession israélienne aujourd'hui, c'est une obsession anti-iranienne, c'est bien de le rappeler. Mais pas seulement anti-iranienne. Il commence à avoir beaucoup d'attaques contre l'Algérie, il ne faut pas l'oublier, parce que ça devient pour eux un danger vu que le pays est stabilisé et qu'il devient un peu assez fort économiquement et militairement. Donc ça, c'est les obsessions israéliennes. Mais je tiens à rappeler une chose par rapport à la question iranienne. Ça fait à peu près 30 ans, déjà les antisémites vous disent qu'Israël contrôle le monde et qu'il contrôle les États-Unis. C'est un mensonge éhonté. Si Israël contrôlait les États-Unis, il n'y aurait plus d'Iran parce que les États-Unis seraient tombés sur l'Iran il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'Israël supplie l'Amérique d'y aller. Ils n'y vont pas. Par contre, ce que fait Israël, c'est qu'ils font croire tous les 6 mois que l'Iran est au seuil de la bombe atomique. Propagande grossière. Et ils ont surtout fabriqué un concept qui a été lancé d'ailleurs par un de leurs alliés, celle de Jordanie. Monsieur Habina, rapidement, parce que nous n'avons... Très rapidement. Oui. Eh bien, le concept, c'est de faire croire qu'il y avait un axe chiite contre les sunnites. Aujourd'hui, cette idée a volé en éclats parce que l'Iran a soutenu le Qatar,
qui est sunnite, et la Turquie aussi. Donc aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes, et Israël est bien en peine pour diviser le monde comme ça. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Nous avions aujourd'hui comme invité Jean Lamort, qui est écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avions également Gamal Abina, journaliste à Beurre FM, et France Maghreb. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site de la chaîne Al24 News ou à travers nos différents réseaux sociaux. Excellente soirée.